Bonjour et bienvenue donc dans Freddy Montiri Live. Nous sommes live en ce moment aussi. Permettez-moi la tautologie. Nous sommes au studio ATL et nous allons débattre d'un sujet très important concernant bien sûr le tribalisme. On en a parlé, on en a fait mention, on a bien sûr donné la parole à plusieurs d'entre vous. Vous vous êtes exprimés, vous avez donné aussi vos avis, mais maintenant il est temps de pouvoir recevoir d'une personne qui a vécu, on va dire carrément, les cicatrices au fait de cela. Une personne qui va nous relater un peu ce qui s'est passé il y a cela plusieurs années, en 1992, ça va faire bientôt 30 ans. Il est avec moi, il s'appelle Monsieur Diman. Monsieur Diman, bonjour. Bonjour. Vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. On va dire Congolais de la République démocratique du Congo. Exactement. Alors, je suis content de vous recevoir aujourd'hui. La première des questions que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que vous êtes levé pour pouvoir aujourd'hui répondre à notre invitation et venir dans ce studio? En fait, je me suis levé parce que ça fait exactement plus de 26 ans que j'ai quitté Kolwezi, plus précisément dans le Katanga, à cause de l'expulsion des Kasaïens, des Luba du Kasaï dans le Katanga. Et comme je disais, ça fait 26 ans, je n'ai jamais parlé de cette affaire. Et comme vous savez, ça a détruit les vies des gens, ça a détruit la province. Et au fait, quand les Kasaïens ont quitté la province du Katanga, ce n'était pas seulement les Kasaïens. Il y a aussi nos frères du Bas-Congo, de l'Équateur, de Bandundu et des autres provinces qui sont partis. Donc, comme vous savez bien, Kolwezi était une ville pratiquement maintenue par la Gécamine. Donc, tout tournait autour de la Gécamine. Donc, et en fait, cela, ça a détruit l'économie de la ville. Et comme vous savez, c'est par après parti sur Likasi et un peu vers Lubumbashi. Donc, on ne voudrait pas absolument voir que la même chose se répète n'importe où en RDC. Donc c'est ici pour parler à nos frères et sœurs et leur demander de faire un peu plus attention, de faire vraiment attention parce que ce qu'on a construit pendant plusieurs décennies peut être détruit en moins d'une minute. Donc c'est vraiment dangereux. Alors, dites-nous un tout petit peu. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais j'ai des amis qui ont vécu cela, mais qui ne m'ont jamais rien dit. Ça, il faut que je le dise aujourd'hui. Ils ne m'ont jamais rien dit, ils ne m'ont jamais parlé de cela. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les tenants, les aboutissants de cette affaire? Qu'est-ce qu'il y avait au fait en 1992? Vous aviez quel âge à l'époque et qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? En fait, si vous... Plusieurs questions, on va dire. En fait, si vous vous souvenez bien, en 1992, nous avons la conférence nationale et nous sommes vers la chute du régime du maréchal. Alors, à l'époque, M. Nguza Karlibond et Kyungu Akumwaza étaient l'une des les personnes qui ont été utilisées pour instrumentaliser cette affaire. Donc, en ce moment-là, je suis en deuxième des humanités à l'Institut technique de Mutoshi. Et donc, les Luba du Kasaï sont chassés de la province du Katanga. Et alors, sous prétexte que les Luba du Kasaï occupent plusieurs postes, ils ont des affaires, ils ont bien des choses, alors il fallait qu'ils quittent pour que les Katangais puissent occuper ces postes. Alors, moi, mes ancêtres viennent du Kasaï, plus précisément au Kasaï oriental. Mais moi, je suis né à Kolwezi. Mon père est né à Lubudi, ma mère est née à Lubumbashi. Donc dans le Katanga. Dans le Katanga. Donc au fait, moi je me considérais comme un Katangais. Congolais mais vivant, né, grandi. Un Congolais né et ayant grandi dans la province. Mais malheureusement, parce que mes ancêtres sont du Kasaï oriental, du coup je suis fiché comme un Kasaïen à 100% et qui n'a pas droit à vivre dans la province du Katanga. Étant donné que je suis né au Katanga, je n'ai jamais vécu au Kasaï, donc je suis plus à l'aise dans cette province. Et moi, je considère que je suis plus 50% Katangais et 50% Kasaïen. Donc je trouve que c'est vraiment triste. Aujourd'hui en RDC, si quelqu'un est né, je ne sais pas moi, au Kivu, il a le droit de s'appeler Kivusien. Ou s'il est né à Kinshasa, il s'appelle Kinois. Donc moi, je me considère comme Katangais, parce que je suis né au Katanga et je connais, tout ce que je connaissais, c'était le Katanga, et Kasaïen, juste parce que des ancêtres sont Kasaïens, donc c'est un peu ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée-là, la journée de 1992, votre journée à vous? Comment ça s'était passé? C'était comment cette journée-là pour que vous puissiez quitter le Katanga pour une destination inconnue? Comment ça s'est passé? Vous étiez où? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de jouer? Vous étiez à l'école? Ça s'est passé comment en fait? Relatez-nous un tout petit peu comment est-ce que cela s'est déroulé. Il faut un peu dire que c'était une situation très difficile et progressive dans le sens où, grandissant, on ne connaissait pas tellement, ou on n'attachait pas l'importance à l'appartenance tribale. On jouait, on s'amusait, on fêtait ensemble, on était juste dans la joie. Mais du coup, il fallait reconnaître qu'on était Kassaïens. Et donc ça a commencé avec plusieurs choses, hein. Parfois, il y a des gens qui passaient dans les rues, dire qu'on va venir vous chasser, vous allez laisser vos maisons, nous allons entrer, ou parfois à l'école, on disait que vous n'êtes pas d'ici. Et donc, ça a commencé à s'installer difficilement. Mais il faut aussi avouer que ce ne sont pas tous les Katangais qui étaient pour cette manœuvre ou cette démarche. Donc, alors, c'était déjà dans le quartier, on le voyait dans les églises aussi, on voyait les divisions aussi commencer à entrer dans certaines familles, les amitiés commençaient à se briser. Alors, on a vécu plusieurs scènes différentes. Alors, moi, je me rappelle, un jour, je suis à l'école. On vient à l'Institut technique de Mutoshi, où mon père était enseignant. On vient d'abord, on chasse les professeurs qui étaient Kassaïens. Alors, il quitte l'école, mais il arrive au quartier, il se rend compte qu'il a laissé son fils à l'école. Alors, bon, moi, je suis là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me rappelle plus comment j'ai pris fuite à l'école. Alors lui, déjà, il avait parlé à des amis militaires pour lui dire ce qui lui était arrivé, que son fils était resté à l'école. Alors quand cela arrive, je me retrouve en train de marcher. L'école, au fait, c'était à peu près à 3 km de la maison. En principe, on allait en bus, mais ce jour-là, on a marché. Et on a marché, arrivant vers le quartier, c'est là que je suis reçu par des gens qui disaient qu'on me cherchait. Une fois qu'il a appris que j'étais là, donc c'était un peu... C'était de la sorte que la scène a été vécue. Mais alors, quand vous êtes rencontré avec les parents, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous êtes resté, je vais dire quoi, vous vous êtes pris ensemble pour quitter le Katanga? Ou c'était comment? C'était maintenant comme des réfugiés dans leur propre pays? Ou qu'est-ce qui s'est passé? En fait, voilà ce qu'il y a eu. Si je dois décrire notre expérience. Votre journée, en fait, oui, cette expérience. Notre expérience de cette journée-là. C'était d'abord rentrer en famille pour un peu digérer la situation. C'était difficile et il fallait voir comment quitter la ville de Kolwezi. Alors, pour ceux qui étaient de notre famille, nous avons de la famille à Lubumbashi et des amis à Likasi. Donc, on a vendu certaines choses qu'on avait dans la maison. On a pris certaines choses. On avait une camionnette Nissan à l'époque. Je suis d'une famille de 6 garçons. Ma mère n'était pas au pays en ce moment-là. Donc, on a un peu réfléchi sur la chose. On a dit au revoir aux voisins. C'était vraiment triste. Et donc, nous avons pris la camionnette avec quelques biens et certaines personnes pour faire la route jusqu'à Lubumbashi. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés à Likasi où on a dormi chez des amis et des cousins pour dire au revoir pour arriver à Lubumbashi. Et ça, c'est de ceux qui concernent notre famille. Mais pour ceux qui n'avaient pas cette occasion... Qui n'avaient pas peut-être de véhicules, qui n'avaient pas ces moyens-là, par exemple, qui n'avaient pas aussi 6 garçons, ils pouvaient aider, ils pouvaient faire cela. Comment ça s'est passé pour eux? Pour les autres, il y en a qui ont perdu leur vie, parce qu'il y avait quand même des... comment je veux dire... il y avait quand même des violences faites contre certains Kassaïens. On avait brûlé les maisons de certaines personnes, on avait tué certaines personnes. Donc il y avait l'insécurité qui régnait. Donc il y en a qui ont perdu leur vie, il y en a qui ont fui. Mais maintenant, pour ceux qui ont été chassés des maisons à Kolwezi, donc nous on était au quartier Mutoshi, à la ville commerciale, et il y a aussi la cité Jekamine. Donc ces gens se sont retrouvés à fuir leur maison pour aller se réfugier à la gare. Et se réfugiant à la gare, c'était pour attendre le train qui devait aller de Kolwezi au Kasaï. Le train n'était pas assez régulier et alors la gare s'est transformée en camp de réfugiés. Et les gens devaient attendre le train. Quand le train venait, on ne pouvait pas prendre tout le monde. Donc il y avait des gens qui montaient au-dessus des wagons du train, il y a des gens qui restaient entre... Donc c'était vraiment pénible comme expérience. Et comme vous savez, je pense que Kolwezi à Mweneditu,
C'est à peu près 1000 kilomètres si je ne me trompe pas. Mais les conditions de vie à la gare, il y a des gens qui mouraient, il y a des gens qui tombaient malades. Je me rappelle qu'il y a un oncle qui a fait un reportage sur ceux qui arrivaient à la gare de Likasi. Parfois, on atteignait même 17 morts par jour. Maladies, plusieurs problèmes différents. Donc, c'est ça le commun du mortel de ceux qui sont restés à la gare, qui n'ont pas pu s'échapper. Et je pense qu'ils ont vécu de tels moments pendant, je dirais peut-être 6 mois, si pas un an, peut-être même plus d'un an. Parce qu'ils n'étaient pas en sécurité dans les villes, donc au quartier Mutoshi, à la cité Manika, ou cité Jekamine et au centre commercial. Mais aujourd'hui, la politique, moi j'appelle cette émission, c'est Freddy Montiri Live, moi je veux dire, c'est un devoir de mémoire. Aujourd'hui, quand on voit par exemple ce qui se passe avec Monsieur Kyungu Kwaku Mwanza, Nguns Karlibom est décédé, paix à son âme, les morts, voilà, paix à son âme, mais quand vous le citez nommément, vous dites que, ok, ils ont été instrumentalisés. C'est que eux, ce sont eux qui ont orchestré cela. Mais comment? Parce que les Congolais qui sont en train de nous suivre ont besoin de l'information. Vous étiez présent, deuxième des humanités quand même. Moi, je n'ai rien oublié de ces années-là. Je connais tous mes amis jusqu'aujourd'hui. Je sais te dire tous les professeurs qui m'ont enseigné en deuxième des humanités. Bref, j'ai ma mémoire qui est bonne. Donc, vous pouvez aussi avoir votre mémoire en place. Quand vous parlez de Kyungu Kwaku Mwanza et Nguza Karlibon, comment est-ce que ce sont eux? Parce qu'aujourd'hui, ils nient cela. Par exemple, Kyungu Kwaku Mwanza ne parle pas de cela aujourd'hui. Les gens la sensent comme étant un notable, comme étant, voilà. Est-ce que l'on peut aujourd'hui dire les choses comme elles sont? Parce que vous l'avez vécu, vous les avez vécues, on va dire. Bon, je pense qu'il faut comprendre que c'était de la politique du moment. C'est-à-dire? Vous comprenez que le maréchal Mobutu, après la conférence nationale, perd son pouvoir, perd l'autorité qu'il a. Donc, il faut créer une situation pour qu'il puisse revenir comme pacificateur, mais malheureusement, ça a dégénéré. Alors, à l'époque de la conférence nationale, vous vous souviendrez que Tshisekedi était nommé comme Premier ministre. Et l'argument utilisé à l'époque par soit M. Nguz qui avait promis des Thompson ou des Mikebuka et des postes à nos frères Katangé qui restaient. Et notre frère, je dirais un papa, Kyungu Kwaku Mwanza, lui qui disait que les Biloulou, on allait mettre de l'huile, on allait les traîner sur les rails, ils allaient retourner chez eux. Je pense que ça a plus été un jeu politique. Un jeu politique. Un maréchal qui perd le pouvoir, qui cherche à manigancer les choses pour pouvoir rester au pouvoir. Mais comme je disais, malheureusement, ça a dégénéré. Bon, aujourd'hui, je pense que... Mais pourquoi seulement les Baluba du Kasaï au Katanga? Pourquoi seulement eux, alors que l'on pouvait trouver les Katangais au Bas-Congo de l'époque, au Congo, à Kisangani, on pouvait le trouver partout. Pourquoi seulement? Parce que c'est monsieur Étienne Tshisekedi, paix à son âme aussi, c'était pour ce pouvoir-là, parce qu'il était tout simplement devenu Premier ministre, ou comment? Mais je pense qu'on se souviendra quand déjà dans les années 60, il y a eu un autre conflit similaire. Je pense qu'il y a eu des conflits entre les Luba du Kasaï et les Luba du Katanga. Donc ce n'était qu'une suite logique de quelque chose qui avait déjà été entretenu dans le passé. Et le premier ministre de l'époque, à l'époque de la conférence nationale, M. Étienne Tshisekedi Mulumba, étant premier ministre, bon, ayant travaillé avec Mobutu, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a eu des antécédents ou des accrochages, et puis c'était juste une occasion pour pouvoir fomenter quelque chose, se basant sur des antécédents, pour pouvoir occasionner le triste événement qu'il y a eu au Katanga à l'époque. Mais j'aimerais qu'on ne puisse pas trop se concentrer sur ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai, il y a 26 ans, et le mal qu'il y a, c'est que nous, en tant que Congolais, on n'a pas beaucoup parlé de cet événement d'une manière positive pour pouvoir prévenir des mêmes erreurs du passé. Donc c'est un peu... C'est vraiment triste, comme je disais tantôt, là, ça fait 26 ans, je n'ai jamais parlé de cet événement d'une manière à l'aise, mais je me disais aussi que c'est un crime de ne pas en parler. Mais si nous devons en parler aujourd'hui, c'est comme vous l'aviez dit tantôt, il y a des gens qui cherchent à fomenter des mêmes situations pour le moment,
Alors, je pense que nous devons vraiment éviter de tomber dans ce piège-là, parce que ce sont des erreurs très graves. Il y a des gens qui vivent encore avec ce traumatisme de ces événements. Il y a des familles qui ont été divisées. Il y a des infrastructures qui ont été détruites. Alors moi, je préfère qu'on puisse utiliser notre sagesse pour construire plutôt que détruire. Alors là maintenant, je viens au sujet du jour. Pourquoi est-ce que j'ai accepté que vous puissiez bien sûr en parler? Parce qu'on pouvait peut-être en parler en dehors du studio, on pouvait le faire carrément dans un lieu, un restaurant, je sais pas moi, dans un bon coin ici à Atlanta. Mais on a préféré mettre de caméras, lumière et micro, parce que l'idée ici est de pouvoir prévenir à lieu et place de guérir. Prévenir parce que on a reçu plusieurs messages des amis qui sont des Congolais qui sont à Lubumbashi, au Katanga, qui nous disent qu'il se prépare beaucoup de choses. Au niveau du Katanga, il y a trop de non-dits sur l'insécurité qu'il y a sur place, sur un mécontentement quelque part qui n'est pas dévoilé. Et on a aussi vu avant que, bien sûr, les notables de l'autre côté puissent s'exprimer, il y a aussi des tweets de ceux qui sont dans le mouvement citoyen qui alertent déjà, qui sont des lanceurs donc d'alerte, qui annoncent aussi cela et qui veulent que cela puisse être prévenu. Et enfin, c'est un autre notable, c'est le docteur, un ancien ministre de la Santé, qui se lève pour dire que, pour donner des mots à un temps fort, pour dire clairement que s'il y a une certaine insécurité au Katanga, c'est que il y a plusieurs personnes congolais venant donc du Kasaï qui amènent cette insécurité ou qui viennent carrément bafouer l'ordre qu'ils ont établi, notamment au niveau donc du président de la République sortant, M. Joseph Kabila. Je le dis pour bien sûr circonscrire cette histoire. Vous pensez que la politique était pour beaucoup en 60, en 92, en 92 donc, et cette même politique sera aussi la main noire qui peut déclencher la même chose dans les jours à venir? Bien sûr, vous savez, malheureusement, l'erreur humaine, l'histoire étant là pour nous apprendre à éviter les erreurs du passé, mais malheureusement, elle se répète toujours. Mais quelles étaient ces erreurs du passé? Les erreurs du passé, c'est de savoir, par exemple, que vivant en communauté, nous sommes tous Congolais. C'est ça une nation d'ailleurs. Il y a des gens de plusieurs provinces. À l'époque, on avait 11 provinces. Maintenant, nous avons 26 provinces. Nous devons plutôt apprécier cette diversité culturelle et voir comment l'utiliser pour construire un esprit et construire ce pays. Malheureusement, dans le passé, cette diversité culturelle a été utilisée pour fomenter les divisions politiques, pour un gain personnel, un gain politique. Alors, on se retrouve dans un contexte assez tendu en ce moment en République démocratique du Congo et nous devons éviter d'utiliser les mêmes stratégies par les politiciens pour pouvoir créer des situations qui ne servent qu'à diviser le peuple et à détruire le pays. Donc, comme je disais tantôt, les Luba du Kasaï et les Luba du Katanga sont des frères. Nous avons plusieurs autres ethnies. Je pense que nous sommes à Kinshasa maintenant, nous voyons comment les gens de plusieurs coins du pays vivent ensemble. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser des appartenances tribales pour fomenter des problèmes politiques et nous retrouver à la situation de 92. Nous devons être en train de construire le pays. Le docteur Kabange Numbi, c'est un médecin, c'est un intellectuel. Moi, j'aimerais qu'il puisse par contre motiver les gens à apprendre à vivre en société, apprendre à vivre ensemble. Aujourd'hui, le docteur Kabange Numbi, peut-être d'ici 10 ans ou 20 ans, ira à sa retraite. Qu'est-ce qu'il pourra dire qu'il a laissé comme héritage à cette nation, hein? Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, au Katanga, d'où il vient, une école de médecine qui porte, par exemple, le nom du docteur Kabange Numbi? Ça serait une fierté. Donc, nous appelons le docteur à une retenue
c'est un aîné, il doit être un exemple pour cette jeunesse qui est en train de grandir. Et comme je disais tantôt, nous avons vécu des mauvaises histoires en 60, en 92. C'est pas la peine de retourner dans des choses comme ça. Alors moi, c'est que je dirais, pour nos frères du Katanga, je pense que c'est vraiment nécessaire de travailler pour bâtir cette province, bâtir le pays. Pour nos frères, que ce soit du Kasaï ou d'autres provinces qui vont au Katanga ou qui vont aller dans d'autres provinces, nous devons apprendre à utiliser aussi une certaine retenue, à nous aimer les uns les autres, nous respecter, utiliser notre diversité culturelle pour bâtir, pour construire un esprit, un certain patriotisme. Vous savez, le Congo est un grand pays, très riche, avec un très grand potentiel. Donc, nous n'avons pas le temps pour s'aimer la division pour des fins politiques ou des fins économiques, mais par contre, utiliser cette diversité culturelle pour nous aimer, nous respecter, travailler ensemble, vivre en harmonie, créer cette synergie qui va faire du Congo cette grande puissance d'Afrique, afin que ce pays puisse être en train de décoller. Donc je pense qu'ici, c'est un avertissement pour nous tous, un retour à la raison, réfléchir un peu, nous poser la question, quel est le Congo que nous voulons laisser à nos enfants, à nos jeunes frères. Aujourd'hui, le Katanga est une des provinces les plus riches. Moi, je suis pour qu'on travaille, par exemple, autour de la question, comment créer un fonds souverain katangais. Comme ça, les cuivres, le cobalt, tous les minéraux de la province du Katanga peuvent servir pour directement, en fait. Directement le développement. À tous. Moi, je dirais tout celui qui est au Katanga, qui travaille pour que cette province aille en avant, qu'il soit du Kivu, qu'il soit de Bas-Congo, qu'il soit de l'Équateur, il est katangais parce qu'il vit au Katanga et il a le souci de voir cette province se développer. Et par la même occasion, pourquoi pas parler de la création des fonds souverains provinciaux pour les autres provinces, pour être à mesure de leur permettre d'évoluer. Au fait, ce sont là les débats sur lesquels nous devons être en train de réfléchir. Comment... Mais est-ce que je ne me coupe pas la parole? Est-ce que vous ne trouvez pas, monsieur Diman, que quelque part, il y a aussi une certaine provocation des Kassaïens par le fait que ok, vous nous avez broyé en 60, en 92, alors cette fois-ci c'est la troisième fois, nous ne le laisserons pas faire, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République, c'est notre frère à nous. Bon voilà, titiller un peu ou réveiller un peu le démon qui dorment. Est-ce que ça aussi ce n'est pas une question qui n'est pas politique, mais qui est plutôt sociologique? C'est-à-dire un retour au lieu où on a été marginalisé, maltraité, et puis bon, voilà, maintenant qu'on veut hausser le ton, parce qu'on sait qu'on a une certaine couverture. Est-ce que ça aussi, on ne peut pas quand même en parler un tout petit peu? Ou je suis en train de me faire des illusions? Je pense que nous devons réfléchir différemment. Nous sommes tous Congolais. Qu'un Mukongo, un Munyanzi, un Muyombe, un Tetela soit président, c'est un frère congolais et il est là pour servir la nation et non servir son peuple. Donc si aujourd'hui nous avons un frère, Félix Tshisekedi, qui est président, il est Luba, mais il n'est pas président des Luba. Il est président de toute la République démocratique. Est-ce qu'il ne faudrait pas un message de son côté? Parce que je pense qu'il est l'homme le plus informé, le mieux informé du pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à qu'il se lève et... voilà, qu'il fasse taper un peu sur la table, voilà, un coup de poing sur la table pour dire, et assez, chers frères, par exemple, vous qui, des deux côtés, parce que maintenant, on ne sait pas dire qui est-ce qu'on va soutenir. Est-ce qu'on va soutenir ceux qui étaient marginalisés, qui se retrouvent aujourd'hui, ou on va soutenir ceux qui disent arrêtez de pouvoir déranger notre quiétude et tout. Un président doit être neutre, on va dire, parce que vous l'avez dit, il est le président de tout le monde. Est-ce qu'il ne pouvait pas? Est-ce qu'il ne peut pas? On ne peut pas demander au président de la République maintenant de se lever et de dire assez, maintenant il faut travailler ensemble, ou voilà, il faut, je sais pas. Voilà, chers amis, c'est la fin de la première partie de cette émission. On va se retrouver prochainement pour la suite. J'espère que vous allez nous suivre et vous allez beaucoup apprendre, en tout cas, cette fois-là, quelles sont les solutions à apporter à ce sujet.
du tribalisme.